Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 octobre et on peut dire que cette Islande-France a été l'occasion de voir une belle leçon de médiocrité de la part de notre équipe de France. Alors la médiocrité, c'est pas être apocalyptique, c'est simplement être moyen moins, mais je pense que dire que ce match était fade et un petit peu décevant peut plutôt bien résumer les choses. Donc on va commencer en parlant de cette rencontre, on parlera également de la rencontre entre le Pays de Galles et la Belgique, on parlera mercato avec l'avenir de Manu Koné et de Yildiz et enfin on clôturera le journal avec des déclarations de Marcus Rashford sur Manchester United et son avenir. On va faire un petit peu de projection. Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Tout était moyen, je pense que c'est le meilleur moyen de résumer ce match entre l'Islande et la France. C'est un comble, car avec un but de Mateta et de Nkunku, tu aurais pu te dire que ça allait lancer des débats, mais en vrai ce match, c'était le McDo pas ouf que tu fais quand t'as la dalle, mais que t'as déjà oublié une heure après, et où t'as encore envie de manger. Finalement j'ai encore faim de football, mais pas forcément de me refaire cette Islande-France. Voici les compos qui étaient alignés, et pour moi il y a deux gagnants tout de même au cours de cette rencontre. Le premier c'est Nkunku, qui n'a pas sorti la prestation de l'année, mais qui a quand même marqué plus de points que les autres remplaçants qui ont eu l'occasion d'avoir quelques minutes de jeu. Je l'ai trouvé pas mal trouvé, justement, assez propre techniquement, il a fait le taf en plus de son but. Et puis Lucas Digne, c'est pour moi le second grand gagnant. On sait qu'il y a une petite concurrence avec Théo Hernandez, mais que Digne semble avoir pris l'avantage. Ce match ne fait que le confirmer. Tu peux avoir une équipe de France moribonde, Lucas Digne est toujours là, il fait toujours le travail, il répond toujours présent, donc je pense que pour Didier Deschamps, la question va vite être répondue comme dirait l'autre. Sur les joueurs qui m'ont un peu plus déçu, on peut parler de Jules Koundé qui est totalement coupable comme vous le savez sur le second but, on peut parler de la rencontre de Saliba qui a été plutôt intéressante au global, mais tu juges un défenseur sur ses erreurs et on peut dire que Saliba en a fait quelques-unes qui ont coûté cher, et en fait globalement défensivement, cette équipe de France n'a pas été au rendez-vous alors que c'est habituellement une de ses grandes forces. Forcément, t'encaisses 2 buts, devant, ce sont tes remplaçants qui sont alignés. Ça suffit pas, tu vas pas marquer 14 buts au cours de la rencontre. Si on regarde les statistiques, domination de l'équipe de France en blanche, avec 20 tirs, 9 cadrés, beaucoup moins en face, t'avais la possession. Mais je le redis, quand tes cadres te lâchent en défense, tes remplaçants devant ne suffisent pas pour faire la différence. C'était un match qui sera très vite oublié, je pense. Les Diables Rouges remportent un match 2-4 au Pays de Galles, une victoire très importante car c'est la reprise de la place de leader du groupe J qui se jouait ici. Alors moi ça me fait bugger de voir la Belgique concurrencée par la Macédoine du Nord, mais au final la poule est tellement faible que tout le monde peut aller chercher des points. La moindre erreur se paie cash et même si la Belgique était invaincue, il fallait aller chercher ce résultat. Voici les compos qui étaient alignés et au cours de cette rencontre on va retenir un Kevin De Bruyne, double buteur évidemment sur penalty, mais dans le jeu au global, je l'ai trouvé propre, je l'ai trouvé influent et il vieillit le meneur de jeu belge, mais quand il y a de bonnes conditions pour qu'il fasse parler son football, on se rend compte que l'intelligence de jeu et la qualité de Kevin De Bruyne, c'est un truc qui sera éternel. À côté de lui, Jérémy Doku, j'ai beaucoup aimé sa prestation qui contrastait là où Kevin De Bruyne, c'est la finesse technique et l'expérience. Doku, il y a un peu plus de déchets, mais c'est un jeune virevoltant qui est impossible à arrêter, il a vraiment incarné le danger sur son côté. Et fait important au niveau de la dynamique de rencontre, ce sont les joueurs gallois qui ont ouvert la marque et donc ça aurait pu bousculer un petit peu les Belges qui n'ont cependant pas perdu leurs moyens. C'était un match assez intéressant et moi je me dis ok, les Belges vont aller à la Coupe du Monde, je pense que je peux le dire sans trop me tromper. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Quel est leur niveau réel? J'ai un peu de mal à le situer. Rudy Garcia a repris la sélection depuis quelques temps déjà, on sait que c'est un entraîneur qui est un entraîneur de coups, qui est un entraîneur de tournois, donc même si c'est peut-être pas la grande Belgique de 2018 par exemple, je vais suivre ça avec attention. Manu Koné au Paris Saint-Germain, est-ce que ça vous tenterait ou pas? Information à prendre avec des pincettes puisqu'elle vient du Corriere dello Sport, ça reste crédible puisque le joueur de la Roma coche bien des critères qui pourraient intéresser le Paris Saint-Germain. Il est jeune, il a seulement 24 ans, il est international français et ça on sait que mine de rien, ce sont des critères qui parlent de plus en plus du côté de Paris. En plus, la Roma aurait besoin de vendre pour le prochain mercato estival pour pas avoir d'ennui avec le fair play financier et Manu Koné, c'est le joueur qui est le plus valorisé
pesé de leur effectif. Sa valorisation justement, théoriquement, allait aux alentours de 50 millions d'euros pour son contrat qui se termine en 2029, mais la presse italienne nous annonce que la Roma en attendrait davantage aux alentours de 60 millions d'euros. Alors intéressant ou pas pour le Paris Saint-Germain, Manu Koné c'est un joueur d'une immense qualité évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui il est encore une marche en dessous de pouvoir prétendre à une place de titulaire dans une équipe championne d'Europe. Mais cette progression, il peut aller la chercher. Le Paris Saint-Germain s'est construit avec des joueurs qu'ils ont été capables de faire progresser. Reste que le milieu de terrain parisien est déjà bien fourni, avec 4 joueurs qui sont très compétitifs. Moi, ça m'interroge sur quelles vont être les décisions prises à propos de l'avenir de Fabian Ruiz. Il va être trentenaire au cours de cette saison, il a un contrat qui se termine en 2027. Est-ce qu'il faut voir Paris qui prépare l'avenir, l'après Fabian Ruiz? Est-ce que ce serait une bonne idée de remplacer Fabian Ruiz par Manu Koné? Eh bien dites-moi votre avis en commentaire. S'il y a un joueur à retenir du côté de la Juventus, c'est lui, Yildiz, l'ailier turc du haut de ses 20 ans et la plus grosse valorisation de la vieille dame, et le club italien essaie justement de le prolonger alors qu'il a un contrat jusqu'en 2029. Le but c'est de le verrouiller jusqu'en 2030 et pour cause, il fait l'objet de très nombreuses convoitises. Il y a quelques mois au cours du mercato estival, on parlait d'une offre de Chelsea à hauteur de 67 millions d'euros, ça vous en dit long sur à quel point le joueur est convoité, mais les Blues ne sont pas les seuls à vouloir s'attirer les services de l'ailier. C'est un joueur qui crève l'écran par ses qualités, c'est un excellent dribbleur, il a une capacité à être rapide, technique, agile, il est beaucoup trouvé dans le jeu, son jeu de passe est également intéressant et il a tendance à devenir de plus en plus décisif du haut de ses 20 ans, c'est juste impressionnant. De mon côté, j'espère que la Juve va réussir à le garder parce que c'est un joueur qui a encore une marge de progression absolument énorme, c'est plutôt bien de rester dans le même environnement pour confirmer tout ce potentiel et je trouve que c'est le genre de truc qui a manqué au cours des dernières années à la vieille dame. La Juventus c'est un club historique mais il n'y avait peut-être pas autant de cracks qu'à une époque. Quand je regardais les 11 de la Juve, il me manquait peut-être un petit peu ce joueur frisson. Et ben je trouve qu'en termes de joueur frisson, Yildiz il se pose là, donc j'espère qu'il va prolonger et confirmer toutes les bonnes choses qu'on entrevoit sur ses premières années footballistiques. Déclaration polémique de Marcus Rashford, puis machine arrière du média ITV qui avait justement publié cet extrait d'interview. En fait, Marcus Rashford avait dit qu'il avait été inconstant au cours des dernières années, mais qu'il avait été dans un environnement quelque peu incohérent et que ça l'a forcément pas aidé. C'était pas pour se dédouaner de ses responsabilités, parce que le joueur assume très bien sa part là-dedans, mais on sait que c'est un sujet sensible parce que égratigner Manchester United, c'est se mettre en danger médiatiquement du côté de l'Angleterre, et puis Marcus Rashford avait justement fait extrêmement attention à pas avoir un mot déplacé pour son club où il est encore sous contrat malgré le prêt du côté du FC Barcelone, et là ça dénotait un petit peu. Ça s'inscrit dans un contexte où justement du côté des Free Lions t'as ton sélectionneur, à savoir Thomas Tuchel, qui dit qu'il espère que Marcus Rashford va accomplir son plein potentiel, parce que le constat général c'est que Rashford à une époque, eh ben on l'espérait quand même un petit peu plus haut que ce qu'il est actuellement. J'ai mis des guillemets au départ à polémique parce que finalement les propos de Marcus Rashford sur le fait que du côté de Manchester United c'est parfois un petit peu incohérent, bon, je pense que tout le monde a cette observation, c'est pas le scandale du siècle que de dire ça, c'est au contraire plutôt enfoncer une porte ouverte, mais les sujets comme ça sont sensibles. En tout cas, Marcus Rashford, du côté du FC Barcelone, il renaît un peu avec ce prêt, comme quoi effectivement le contexte ça aide. En 10 rencontres, il en est à 3 buts et 4 passes décisives. J'espère que son avenir va pouvoir s'inscrire dans un club où il trouvera enfin un contexte favorable à faire parler son football, parce que Rashford, ça a jamais été le talent qui lui a manqué. C'est peut-être le fait d'avoir la tête à l'endroit à certains moments, peut-être le fait d'avoir un club qui lui offre un contexte propice à ses qualités. Affaire à suivre, mais en tout cas ça fait pas mal parler du côté de l'Angleterre. Terminé pour le journal du jour. Hier après-midi, j'avais pas du tout prévu de vous parler de Florian Thauvin. Je vais pas vous mentir, en fait, j'ai vu passer beaucoup de choses. Je suis pas mal sur X, Twitter quand je prépare mes journées de taf, et j'ai vu sans cesse le sujet Thauvin revenir, et du coup je me suis dit, bon bah, je vais en parler, même si vous avez vu la vidéo, j'en ai parlé pour dire que, à mon avis, médiatiquement, on en faisait un petit peu trop. C'est assez paradoxal. Cet après-midi, j'aurai un sujet un peu plus global sur l'équipe de France, je pense, question de faire le bilan de ce rassemblement sous forme de petite sieste, on va pas se le cacher. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.